Martin Fourcade avant le départ du sprint homme à Ruhpolding en quête d'une 80e victoire en carrière. Il va s'élancer avec le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Dossard numéro 18, le premier français, ce sera Quentin Fillon-Maillet, dossard numéro 13. Et le premier à s'élancer, le voici, le Norvégien Johannes Dahle. Anne-Sophie Alexis, c'est parti pour le sprint homme. Et oui, il y a encore un Johannes, il y en a même plusieurs sur cette start list. Mon cher Messao, toujours pas en revanche de Johannes Bö, qui est dans l'attente de son premier enfant. Alors certaines rumeurs ici à Ruhpolding disent qu'il est déjà né. On attend l'officialisation tranquillement. On respecte la décision de Johannes Bö, le temps qu'il prend pour l'annoncer. En attendant donc, il n'est pas là. En revanche, il y a du très beau monde sur cette start list. 111 biathlètes sont au départ. Toujours nos 6 Français, Alexis, sur une piste de Ruhpolding qui est comme hier pour les filles, dans des conditions quasi idéales. Il va falloir faire la course parfaite, notamment derrière la carabine, encore ici en Allemagne. Une piste quasi parfaite avec un petit avantage quand même pour les premiers dossards. Jusqu'au dossard 30, on va pouvoir profiter des abords de cette piste où il y a des endroits qui n'ont pas encore été skiés. Et on a les traces de la dameuse qui sont toutes fraîches. Mais pas de souci, hein. Même un dossard élevé sur une course qui va peu évoluer pourra faire une belle course et aller chercher un podium. Donc on va devoir attendre, comme hier pour les filles, jusqu'à la fin de la course. On a vu hier des athlètes comme Sola par exemple qui partaient derrière et qui venaient en fin de course se mettre dans le top 6. Ça risque d'être la même chose pour les garçons, du beau monde et surtout un Johannes Dahle qui vient de partir en tête. Donc là ça va être un super temps de référence. C'est un athlète qui va finir par faire un podium, hein. On le sait, il a le potentiel pour aller chercher un podium sur n'importe quelle course. Il était un peu moins rapide à Oberhof que sur le mois de décembre, mais quand même sur une piste assez facile où il faudra tirer très vite et très bien. Il est capable de le faire, pourquoi pas ce podium. Donc on va la suivre avec attention, cette course de Johannes Dahle. Ouais, grâce à ces bons résultat derrière la carabine, Alexis, puisque vous parliez de ses temps de ski, eh bien il vient d'enchaîner quand même 3 courses dans le top 10 avec notamment cette très belle 4e place sur la Mastart. C'était la dernière course que l'on a vécue à Oberhof, mais nous sommes bien à Ruhpolding. Vous reconnaissez ce soleil avec le départ du dossard numéro 5, Lukas Hofer à l'image, qui lui, pour le coup, derrière la carabine en Allemagne, a vécu un véritable calvaire. On espère qu'il fera mieux ici, car comme hier, pour les filles, ça va être du très très haut niveau sur le pas de tir. On le voit là en face de nous, il n'y a pas du tout de vent, ça souffle de manière extrêmement légère vers la gauche, mais c'est plus une masse d'air que du vent. Donc ça va enchaîner, ça va tirer vite, ça va tirer bien, et la victoire risque de se jouer à 10 sur 10. Un 9 sur 10 permettrait de se placer pour la poursuite, mais voilà. Pas grand chose à espérer en dessous de 9 ou de 10 pour les athlètes. Ils le savent quand ils prennent le départ et ça met la pression forcément. Il y en a certains qui vont y penser quand ils seront à 9 sur 9 et qui devront lâcher leur dernière balle. Une preuve, s'il en fallait une, c'est d'avoir regardé la course des filles hier. 10 sur 10 au total, et surtout, eh bien oui, les 5 premières étaient à 10 sur 10, la condition aujourd'hui pour bien figurer. Et puis s'il faut aller chercher une bonne position pour la poursuite, c'est maintenant. La poursuite, justement, je vous le donne, ce rendez-vous, ce sera dimanche à partir de 11h30. Avant cela, on vivra des relais, programme un petit peu particulier ici à Ruhpolding, puisqu'on va faire sprint, relais, poursuite. Demain 13h40 le relais féminin, et puis samedi ce sera à 13h10 le relais masculin. Je disais qu'il y avait des Johannes, Alexis, il y a Dahle, donc le Norvégien avec son dossard 1, et également Johannes Kuhn avec son dossard 8, premier allemand à s'élancer. Et attention, il y a du très très lourd. Lui aussi joue le podium, clairement. Si on a bien un parmi les jeunes qui peut s'inviter encore une fois sur le podium, il l'a montré depuis le début de la saison, il commence à avoir vraiment franchi un cap au niveau de sa régularité en temps de ski. Ça le place du coup très bien sur les courses où il arrive à bien tirer. Alors là, il va quand même devoir jouer avec l'ambiance de la tribune, beaucoup de bruit derrière lui. On a quand même une tribune qui est extrêmement proche des tireurs. Même au Grand Bornand, quand il y avait beaucoup d'ambiance, on n'avait pas une tribune si proche des tapis. Donc les athlètes allemands en général ont fort à faire et il devra rester bien concentré, Johannes Kuhn, pour aller chercher un gros résultat. Allez, Johannes Dahle qui passe les premiers intermédiaires, qui va nous donner les temps de référence. Alors il n'est pas encore passé à l'intermédiaire 2.5. On va attendre celui qui est tout au fond. Là, les athlètes ont surtout fait du plat. Ils ont passé cette première montée. On a un Schuss qui va assez vite avec une
une pente qui est très raide. Derrière, on a le temps de récupérer sur un petit bout de plat et ensuite on attaque une montée qui se fait en 2 temps, qui est assez longue, qui est assez difficile, avec un virage au milieu et on redescend ensuite en direction du stade. Alors il y a quand même une montée à gravir entre cette descente et le stade, mais voilà, on va attendre justement cet intermédiaire 2,5 qui est beaucoup plus significatif que cet intermédiaire de 2 km, même si on voit que Simon Eder a déjà perdu 12 secondes sur ce début de course. C'est énorme sur une partie, comme je disais, qui est quasiment plate. Bénédicte Doll est en train de courir pour se mettre dans ce portillon de départ. Bénédicte Doll, il partira avec le dossard numéro 15, premier allemand au classement général. Ils se suivent, les Allemands, justement, avec Doll et également Arne Pfeiffer qui, lui, est 13e. Mais avant lui, il y a un Slovène, Jakob Fak, devant cette tribune où il y a beaucoup de monde, Alexis, beaucoup de monde aussi au bord de cette piste. Et ça devrait continuer de s'accroître puisque hier, on comptait 8000 spectateurs. Aujourd'hui, il y en a 11 500 déjà. Il y a une tribune qui est quasiment pleine ce coup-là, avec vraiment beaucoup de bruit pour les athlètes. Il y a une deuxième tribune qui a été rajoutée en bas de la dernière descente de la piste. Celle-ci ne devrait pas encore être complètement pleine, mais c'est sûr que dès demain, on devrait avoir beaucoup de monde. Allez, c'est au tour de Quentin Fillon-Maillet de s'élancer. Il va falloir tout de suite se mettre dans le rythme. On a vu que c'était parti fort avec Johannes Dalle. Et il doit se rattraper, Quentin Fillon-Maillet, après avoir réalisé ses premières sorties du top 15. C'était la semaine dernière à Oberhof, 19e du sprint, 16e de la mass start. Conséquence, eh bien, il a chuté au classement général de la 3e à la 6e place. On attend beaucoup de Quentin Fillon-Maillet sur des conditions plus faciles aujourd'hui. Alors justement, hier, Alexis, vous parliez de cette piste et de certains biathlètes qui seraient avantagés ou non de par leur qualité physiologique. Elle est pour qui aujourd'hui, la piste de Ruhpolding? À qui elle va le mieux correspondre? Alors la piste du sprint correspond quand même à des gabarits qui sont assez grands. Comme je le disais, il y a une partie plate qui dure longtemps. Et on le voit en général avec un Martin par exemple qui a une belle envergure sur ses plats où on va vite. Il arrive à aller chercher très loin devant avec ses bras, il pousse pendant longtemps sur ses jambes. Donc ça avantage plutôt les grands gabarits. Et par contre la piste de la poursuite, elle correspondra peut-être mieux à des gabarits plus petits, plus légers, comme celui de Johannes Dalle, comme celui de Quentin, car on aura plus de montées sèches. Et ça peut leur permettre de faire la différence. Mais il faut jouer avec ça dès le sprint. Et on verra ce que ça donne sur les temps de ski, si ça se confirme ou pas. Voilà un autre Allemand qui peut être dangereux, il y a du bruit. C'est Bénédicte Doll, qui connaît bien cet endroit et qui a déjà performé, alors que Johannes Dalle arrive pour le premier tir sur ce pas de tir. Et il va aller s'installer à la cible numéro 4. Également ici à Ruhpolding qui peuvent s'enthousiasmer après ce premier plein de Johannes Dalle. Oui, Tarjei l'avait dit dans le passé, hein, c'est des fois un peu le deuxième Oslo ici à Ruhpolding. Il y a tellement de Norvégiens de partout qu'il y a du bruit pour eux aussi. Il y a aussi pas mal de Français. C'est assez hétéroclite en termes de nationalité ici à Ruhpolding. C'est ça qui fait plaisir. Il y a toujours de l'ambiance, même si vous le verrez sur les tirs des Allemands, ça va faire quand même beaucoup plus de bruit. Un tir très engagé, très rythmé, mais c'est logique. Ici à Ruhpolding, il faut faire ce genre de tir pour exister. Il a donné la tendance en tout cas, Johannes Dalle, et il ressort avec ce beau 5 sur 5 au moment où Martin va s'élancer. Et quelle est belle cette image, qu'elle nous plaît de voir Martin Fourcade avec ce dossard que certains commentateurs ont longtemps appelé sa seconde peau, ce dossard jaune qu'il n'a pas porté depuis le 13 décembre dernier. C'était la seule fois de la saison, et bien le voilà de retour. C'est lui le meilleur biathlète du monde et il doit désormais défendre cette couleur, ce jaune, cette seconde peau. Ça passera forcément par une course pleine aujourd'hui. Ouais, il va déjà falloir bien partir sur ce plat, tout de suite utiliser son allonge, ne pas mettre trop de rythme et ensuite dans les montées essayer de gérer dans les 2 premiers tours pour vraiment finir fort. On a eu des filles hier en interview qui nous disaient qu'elles avaient eu du mal à finir. Il faut faire quand même attention, des fois quand on a l'impression que la piste est facile, on s'emballe, on termine un peu moins bien. Déjà 2 5 sur 5 après le premier tir, après 2 passages, et même un troisième qui va ressortir tout de suite du pas de tir avec Garanitchev. Donc pour l'instant c'est Johannes Dalle qui est parti fort, qui a 15 secondes d'avance sur Simon Eder et sur Garanitchev, qui sont eux aussi à 5 sur 5. Et Ponsiluoma avec déjà 3 tours, il est out de cette course. Il le sait très bien.
qu'avec un tel score, même s'il fait un tir debout parfait, il ne pourra plus rien espérer. Et c'est là où c'est dur, il faut essayer de rester mobilisé pour essayer de participer à la poursuite. Sur 5 pour Luca Sofer, l'italien, avec ce pas de tir dit facile. Alexis qui finalement a plusieurs conséquences. Une première, peut-être, elle nivelle les biathlètes là où certains sont peut-être d'un niveau moyen ou ne sont pas à l'assurance tout risque derrière la carabine. Et bien ça leur permet de bien figurer. Et puis peut-être autre conséquence, c'est que ça met la pression. On sait qu'on peut aller le chercher. Allez, je le mets entre guillemets quand même facilement, le 10 sur 10. On peut aller le chercher plus facilement qu'à d'autres endroits. C'est jamais facile d'aller chercher un 10 sur 10, mais en tout cas, on a moins d'éléments extérieurs qui empêcheraient d'aller le chercher. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a moins de bouger au niveau du vent, il y a moins de pièges sur les tirs couchés qui pourraient vous décaler votre visée et vous faire vous retrouver en dehors de la cible. Par contre, on l'a vu, pas de place à l'hésitation. Des athlètes qui hésitent un peu sur leur première balle se font tout de suite sanctionner. C'était le cas de Luca Sofer, qui est arrivé à reculons sur ce pas de tir. Il avait certainement cette crainte de ne pas aller chercher le 5 sur 5, alors qu'on va se taire pour le tir de Johannes Kuhn. Vous allez voir, là, il va vraiment y avoir de l'ambiance s'il réussit des bons tirs. La folie dans la tribune et la folie dans tout un stade. On a entendu l'écho sur les balles de Johannes Kuhn qui réalise un sans faute. Ça va pas lui permettre de ressortir en tête, mais à rien de Johannes Dalle, seulement 2 secondes. Ouais, ils sont là les plus rapides qu'on attendait. Et oui, on a ce bruit qui se fait de manière non homogène parce qu'en fait ça part du stade ici dans la tribune principale et ça remonte la vallée avec tous les spectateurs qui sont amassés sur le haut de la piste, qui ont des écrans, donc ils ont un petit décalage au niveau du résultat. Et en fait ils entendent les cris de la tribune et crient juste ensuite. C'est pour ça qu'on a ces cris qui durent pendant très longtemps. Et on a l'impression que ça fait comme de l'écho. C'est agréable à suivre. Et là aussi, il y a un bon tir pour Michael Krachmar. Ils sont beaucoup déjà à ressortir avec le 5 sur 5. Avec le passage de Krachmar, ça fera 7 athlètes sur 9 à 5 sur 5 après le premier tir. Donc voilà, pas besoin de faire beaucoup de calculs, pas besoin de beaucoup chercher là où ça va se jouer sur cette course. Alors ça se jouera peut-être sur le ski, mais quoi qu'il arrive, il faudra être dans les meilleurs tireurs. On va regarder le premier intermédiaire de Martin. On va quand même se méfier car Johannes Dalle est parti très vite. Donc pour l'instant, si Martin se retrouve légèrement derrière, pas d'inquiétude. Quentin Fillon-Maillet vient de passer à l'intermédiaire 2.5 à 1 seconde de Johannes Dalle. Martin va être quasiment dans les mêmes temps. Allez, à 4 secondes. C'est plus difficile pour Johannes Dalle. Il est parti certainement à fond car lui n'a pas d'indication sur ses adversaires vu qu'il est le premier. Alors que Martin peut mieux gérer son effort en fonction des informations que ses entraîneurs vont lui donner tout au long de son évolution sur le parcours. Alors la simulation n'a pas montré la dernière balle pour Dominique Windisch, mais il y aura bien une erreur, un 4 sur 5 comme pour son compatriote Luca Sofer. Quentin qui va arriver dans quelques secondes sur ce pas de tir au moment où Jakob Fak a bien débuté son tir. Un 5 sur 5. De plus sur cette course. Allez, Quentin face aux cibles. Ça bouge très légèrement. Des fagnons qui sont réveillés depuis quelques minutes. Quentin Fillon-Maillet, il va pouvoir ressortir à son tour dans les tout meilleurs temps. Alexis peut-être même le meilleur. Il faut une poignée de secondes quand même pour aller chercher ce poteau qui annonce la sortie du pas de tir. Il sera juste derrière Johannes Dalle à 3 fois rien, 3 dixièmes. Ouais, dans la même seconde, à ce moment-là de la course, pour l'instant, ça fait jeu égal. Tout simplement pour Quentin qui a très bien débuté cette course, qui est bien dans le rythme. On va voir ce que ça donne pour Loginov. Loginov qui était passé à l'intermédiaire avec 3 secondes de retard sur Quentin. Bénédicte Doll, il me semble, vient d'arriver sur le pas de tir. Loginov va chercher là aussi un 5 sur 5. Ils sont vraiment nombreux. Ça va en faire 10 déjà sur ce début de course.
Bénédicte Doll avec la tribune. Devant leur public, ils ne sont pas impressionnés. Les Allemands, un nouveau sans faute en la personne de Bénédicte Doll. Pour l'instant, son compatriote Johannes Kuhn est sur ce podium provisoire après le premier tir. Bénédicte Doll est juste devant. C'est vraiment très serré. Pour l'instant, c'est Johannes Dahl qui est donc en tête à la sortie de ce premier tir. Dans la même seconde devant Quentin et à peine 1,7 seconde devant Bénédicte Doll. Tout va se jouer sur les tirs debout comme souvent en biathlon. Et il est déjà là justement, Johannes Dahl pour son tir debout. Cible numéro 16, le dossard numéro 1. Pourrait déjà marquer un gros coup. Alors qu'on reconnaît le dossard jaune de Martin Fourcade qui est en train d'entrer sur ce pas de tir. Oula, 2 erreurs pour Johannes Dahl, c'est déjà plus du tout la même chose. Ça va le sortir de cette course. Et une porte vient de s'ouvrir pour ceux qui arriveront eux aussi avec un 5 sur 5 sur le tir debout. Martin sur la cible numéro 3. Attention, le vent s'est levé légèrement vers la gauche. Il maîtrise Martin Fourcade, ça lui permet de ressortir avec un 5 sur 5. Là aussi on parlait d'écart très serré, Alexis, et bien ça va être la même chose. Martin Fourcade va être devant mais très peu d'avance, 2 secondes 3 sur Johannes Dahl. C'est fort ce qu'a fait Martin car il a fait un tir très rythmé, beaucoup plus rythmé que d'habitude. Il a pris du temps sur sa première balle, par contre il a beaucoup enchaîné les balles alors qu'on a le départ de Pfeiffer qui fait du bruit. Forcément il y aura un peu d'écart entre lui et Martin, ils ne pourront pas skier ensemble. Johannes Dahl ressort seulement de la note pénalité, il a perdu quasiment 1 minute du coup avec ses 2 erreurs. Mais pour revenir sur le tir de Martin, j'ai trouvé qu'il était très engagé, beaucoup plus rapide que d'habitude entre ses balles, pas sur la première mais surtout entre ses balles. C'est bien, il a l'air d'être en confiance et pour l'instant ça le met en tête devant Johannes Dahl, mais Johannes Dahl est sorti de la course donc on va plus le compter et c'est donc Quentin Fillon-Maillet pour l'instant qui est 2e derrière Martin. Ils sont difficiles ces tirs debout, Alexis. On a vu 3 erreurs de la part de Simon Eder, l'Autrichien qui lui aussi avait réussi un sans faute sur le coucher et à nouveau 2 fautes pour Garanitchev sur ce debout. Pas de tir facile, tout le monde se met la pression, tout le monde se dit je dois aller chercher à tout prix un 10 sur 10 et donc au lieu de penser à la manière de faire, à la façon de faire, eh ben on va penser au résultat. Et ça, quand on pense au résultat en biathlon, en général, ça marche pas du tout parce qu'on n'est pas concentré sur les bonnes choses. Allez, il y a Lucas Hofer qui va revenir sur ce pas de tir. Il y a pendant ce temps-là, il me semble que c'est Florent Claude qui est sur le pas de tir à la cible numéro 11. Il n'y a plus de vent. Et Lucas Hofer, il peut prendre la tête provisoire avec les 2 tours de Johannes Dahl, ça pourrait lui permettre de repasser devant le Norvégien. Florent vient de faire un beau 5 sur 5. Pidrouchny revient sur le pas de tir, lui qui avait pas de faute sur le coucher. Lucas Hofer passe complètement à la trappe. Ouais, c'est étonnant là de voir ces athlètes qui craquent. On va suivre le tir du coup de Pidrouchny qui lui pourrait ressortir en tête avec un 10 sur 10. Peut-être le premier 10 sur 10 du jour. Enfin, il est là, Dmitro Pidrouchny, l'Ukrainien qui réussit le sans faute sur le debout, le 10 sur 10 donc aujourd'hui. Et oui, ça avance, plus de 30 secondes là pour aller chercher cette sortie du pas de tir et avoir assez d'avance sur Johannes Dahl qui lui a fait 2 erreurs. Pidrouchny est quand même prenable par des athlètes qui tirent à 9 sur 10 car on le voit, il est moins rapide à ski, seulement 30 secondes d'avance sur Johannes Dahl qui a un tour de plus. Johannes Kuhn, lui par contre peut être très dangereux s'il tire à 10 sur 10.
aujourd'hui pour Johannes Kuhn qui doit s'ajouter 150 mètres supplémentaires. Est-ce que ça va tout changer, Alexis? Est-ce qu'on va se dire, bon, finalement, si on est à 9 sur 10, ce sera pas si mal? Ou non, quand même, il faut pas se leurrer, hein. Des 10 sur 10, il va y en avoir aujourd'hui de la part d'athlètes très performants. Il va y en avoir, par contre, chez les très bons skieurs, on voit qu'il y a eu des fautes. Dalet est parti 2 fois sur la note pénalité. Johannes Kuhn le fait 1 fois. Donc il y a de la place, hein, pour les Français pour repasser devant ces athlètes. Mais il faudra aller le chercher, ce 10 sur 10, pour être tranquille. Et avec un 9, ce sera la bagarre. On va attendre bien sûr le passage de Dol. On va attendre le passage de Loginov, de Fak, qui sont encore beaucoup avec un 5 sur 5 sur le coucher. Donc c'est loin d'être terminé. Et lui peut aussi aller chercher un 10 sur 10. C'est Kretschmer, mais voilà, à chaque fois qu'on le dit, ça commence mal. C'est souvent la première balle qui est loupée avec des athlètes qui veulent du coup trop engager. Personne ne veut perdre du temps sur ce pas de tir en se disant les scores vont être élevés. Et quand on regarde bien, pour l'instant, les scores ne sont pas bons. Bien moins bons que ce qu'on avait hier chez les filles. On n'a qu'un seul 10 sur 10. Un 9 sur 10 de Kuhn qui est quand même ressorti en tête devant Pidrouchny. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Pidrouchny, malgré son 10 sur 10, est prenable aujourd'hui car il skie moins vite que pas mal d'athlètes. Martin va se faire rattraper par Pfeiffer qui est dans son premier tour. C'est normal, ils vont pouvoir skier ensemble sur la fin de la boucle, c'est pas mal. On va voir s'il tient son avance. Il avait 2 secondes d'avance sur Johannes Dalet. On vous le rappelle, le Norvégien est parti à la faute 2 fois. C'est surtout par rapport à Quentin qu'on va comparer. Et il est juste derrière Quentin, justement. Quentin qui devrait revenir dans pas très longtemps sur ce pas de tir pour son tir debout. Et ce sera la même chose pour Bénédicte Dol qui a le dossard numéro 15. Il arrivera juste après Quentin qui a le dossard numéro 13. Le bon début de course, si vous nous rejoignez seulement maintenant, de la part de l'équipe de France, de Martin Fourcade et de Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, les 2 seuls biathlètes à être passés sur ce pas de tir. Et Quentin est là pour son tir debout. Il va se mettre pas loin de Fak qui peut aller chercher un 10 sur 10. Allez Quentin, il n'y a pas à tergiverser. Faire attention sur cette première balle et sur la dernière. Et le reste, on laisse parler la carabine. Super Quentin, quel tir magistral qu'il nous offre. Et là il met une option sur le podium. Je pense qu'il a de grandes chances quand même d'y être s'il tient bien dans le dernier tour. Et la victoire, on verra qui c'est qui est capable de venir rivaliser face à lui. On disait qu'il était ressorti de ce top 15 la semaine dernière à Oberhof. Et il est bien là, Quentin Fillon-Maillet, avec 26 secondes d'avance sur Jakob Fak. Après ce 2e tir, ils sont là, les Français. Allez, on continue à se méfier évidemment du reste de cette course. Alexis Matvei-Eliseev est ressorti du premier tir avec un 5 sur 5. Il est derrière Martin Fourcade, devant Quentin. Loginov va jouer quelque chose. Effectivement, Eliseev est parti vite. Il est 2e pour l'instant après le premier tir. Pfeiffer est parti très vite dans le premier tour. C'est normal, il est en point de mire Martin, donc il est parti à fond. Tariebeu est parti vite aussi. Il reste un des clients. Loginov, pour assurer encore une belle course, c'est là où il est fort, même s'il est moins fort en ski cette année, il arrive à être très régulier, il enchaîne les 10 sur 10. Bénédicte Dol sur son tir, ça part dans tous les sens. Très haut niveau sur la course du jour. Un athlète de plus qui va vite et qui va ressortir avec un 10 sur 10. Alors vous le voyez, Loginov va quand même moins vite que Bénédicte Dol. Et Simon Détieux, que vous voyez ressortir de ce pas de tir, il est à la cible numéro 3. Lui aussi vient de réussir le 5 sur 5. Alors on aimerait voir son chrono à Simon Détieux. Et bien il ressort en 2e position à 5 dixièmes de Martin Fourcade. Quel début de course tricolore! Ouais, on a donc Quentin qui est en tête après ce 2e tir. On a Bénédicte Dol qui est seulement à 3 secondes. Il va être informé, ça va être dur pour Quentin de résister au retour de Bénédicte Dol. Tariebeu pour son tir couché, il est parti hyper vite dans le premier tour. Martin va arriver dans quelques instants sur ce pas de tir. Mais on le comprend, quand on voit les noms qui sont sortis avec un 10 sur 10 aujourd'hui pour la victoire. Il faut aller chercher le 10 sur 10. Et justement, Martin, il est là, va rentrer sur ce pas de tir. Alors qu'on va suivre bien sûr le tir de Tariebeu. Cible numéro 18 pour Martin Fourcade. Et une erreur pour Tariebeu, on le disait, des petites portes ouvertes peut-être pour certains grands noms de cette start list. Le dossard 33 va sur la note pénalité. Donc avec Tariebeu, Martin Fourcade est en train de tirer. Super. Ah, il est là, le 10 sur 10 de Martin Fourcade. On se demandait s'il allait pouvoir le défendre.
défendre ce dossard jaune. C'est le meilleur biathlète du monde aujourd'hui. Il le montre, 10 sur 10. Impérial, Arne Pfeiffer réussit, lui, le 5 sur 5. Et ils vont pouvoir peut-être à nouveau se retrouver sur la piste. Pfeiffer et Martin Fourcade. Mais Alexis, Martin désormais, il est dans sa dernière boucle. Il va pouvoir aller à fond. Ouais, on va avoir un dernier tour de folie entre Martin, entre Quentin, Bénédicte Doll. C'est Loginov qui est distancé. Il est à 26 secondes, il est quand même plus loin. Allez. Johannes Dalle en termine, mais avec un 8 sur 10 aujourd'hui, il sera beaucoup plus loin. Pfeiffer ressort en tête du premier tir avec ce beau 5 sur 5, donc il sera dangereux jusqu'à la fin. Il est en forme, hein. Il était rapide à Oberhof, donc là aussi il y aura un client. S'il tire à 10 sur 10, Pfeiffer pourrait faire reculer les Français. Lui aussi, il va falloir le surveiller. Christiansen, c'est un athlète qui a des capacités physiques qui correspondent bien à la piste du jour. On va regarder ses temps de ski. Bah ouais, voilà, j'avais pas vu, mais c'est lui qui est parti le plus vite dans le premier tour. Je le disais, hein, très costaud, très grand, des parties plates, des parties d'explosivité avec des montées qui sont pas très longues. Ça correspond bien à ses capacités physiques. Christiansen qui était en forme à Oberhof sur le relais, il nous l'a montré. Et il va devoir capitaliser tout de suite derrière la carabine. Vous l'aurez compris aujourd'hui, sans un 10 sur 10, difficile de prétendre au podium. Ouais, sans un 10 sur 10, pas de podium, c'est sûr. Enfin, je vois pas qui c'est qui pourrait aller assez vite en ski pour vraiment venir se mettre sur le podium avec un 9. Il l'a bien compris, Vetle Christiansen. Et il est très rapide sur les skis. Et bien il montre qu'il est impeccable aussi derrière la carabine. Le 5 sur 5, le temps de référence pour l'instant dans les tout premiers dossards, il est pour lui, l'Ukrainien Dmitro Pidrouchny. Mais on a vu qu'après le deuxième tir du monde lui était passé devant. Christiansen qui ressort totalement ex aequo avec Arne Pfeiffer, même seconde, même dixième de seconde, même centième de seconde. On va regarder derrière ce qui se passe. Il y a les Français encore qui restent en piste, hein, avec Simon Détieux qui a fait un beau 5 sur 5, qui va revenir pour aller chercher lui aussi un 10 sur 10. Emilien Jacquelin qui vient de partir à fond, qui affole les chronos pour l'instant dans le premier tour. On va attendre son passage à l'intermédiaire 2.5 pour vraiment voir si ça se confirme. Moravec pour aller chercher un 10 sur 10, mais on le voit, il y a quand même du retard. Il ne jouera pas pour le podium. En plus, il y aura une pénalité supplémentaire. Donc après le tir debout, pour l'instant on a Martin Fourcade qui est en tête devant Quentin Fillon-Maillet, devant Bénédicte Doll. C'est vraiment le trio qui est extrêmement serré. Je vais aller suivre les intermédiaires à 8.6 et à 9.1. Quentin Fillon-Maillet vient de passer avec 29 secondes d'avance sur Pidrouchny. Et lui, il pourra la regretter, cette balle dehors sur le debout. Johannes Kuhn, il vient chercher la tête, mais elle est toute provisoire puisqu'il va lui aussi rapidement, tout comme Pidrouchny à l'instant, se faire passer devant. Ils vont reculer avec le passage de Quentin, le passage de Martin, le passage de Bénédicte Doll, de Loginov, de Fac. Ça fait du monde qui va venir s'emboîter comme ça. Bénédicte Doll qui est en train de perdre du temps sur Quentin. Pour l'instant, il était tout à l'heure à 4 secondes de Quentin. Il est désormais à 5.7. C'est-à-dire que ça skie vite pour Quentin. Et c'est Martin qui va devoir s'arracher pour résister au bon dernier tour qui est en train de faire justement Quentin. On va guetter le retour des sur ce pas de tir. Martin est là, ouais, on va avoir un intermédiaire noir. Il y a encore un petit moment. Il est tout en haut de la première montée. Ah, et Martin qui skie encore bien, là ça a l'air d'être dynamique pour l'instant, il n'est pas écrasé. Il faut bien passer cette bosse. Voilà, on relance bien, c'est là où Martin est fort, c'est sur ces parties plates où il est capable de pousser tout le temps, d'aller chercher loin devant avec ses bras. C'est important d'arriver en tête sur cette ligne d'arrivée car il reste encore des athlètes derrière qui peuvent vous faire reculer. Et même avec un excellent temps de ski, même avec un 10 sur 10, vous pouvez vous retrouver 4e ou 5e de cette course si vous perdez des secondes bêtement dans le dernier tour. Et oui, parce que Martin est seulement dossard numéro 18. Il y en a 111 aujourd'hui. Et attention, eh bien, on a noté beaucoup de monde aussi en fin de start list. Il va donc falloir rester jusqu'au bout. Martin Fourcade, est-ce que ses meilleurs ennemis aujourd'hui, est-ce que ses principaux adversaires vont être les Français? Peut-être Quentin Fillon-Maillet qui est en train d'en finir. Ouais, c'est son adversaire du jour, hein, Martin. Quentin, pour l'instant, il est seulement 1 seconde devant Quentin. Martin, il va falloir qu'il finisse très fort. Allez, Quentin, il faut aller prendre le plus de temps possible. Là aussi, ça va être serré. Bien se placer.
pour la victoire du jour, pour le podium évidemment, mais également pour la poursuite des dimanches. Quentin Fillon-Maillet qui fait le job vraiment admirable aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet qui vient chercher le temps de référence alors qu'on attend l'arrivée désormais de Martin Fourcade. Emilien Jacquelin va aller sur son premier tir, pas le choix, il faut aller chercher un 5 sur 5. Pour l'instant Martin était en tête à 8.6, on va voir si ça tient à 9.1 car Quentin a fini fort, c'est lui qui a le meilleur temps de ski, 6 secondes devant Kuhn. Bénédicte Doll est en train de perdre du temps face aux Français, donc normalement ça devrait rester en tête pour Quentin malgré l'arrivée de Bénédicte Doll dans pas longtemps. Eliseev est de retour, voilà, lui il est dangereux pour la victoire et Jacquelin est en train de tirer sur son coucher, vous le voyez. Dommage, il a été un peu léger sur cette dernière balle. Il pensait l'avoir mise, il y a eu un 5 sur 5 pour Emilien, ça c'est parfait. Un Français de plus qui va pouvoir jouer devant. Eliseev va devoir aller faire un tour de pénalité. Bénédicte Doll à l'arrivée. Et j'attends le passage de Martin Fourcade à 9 points. Il est là, Bénédicte Doll devant sa tribune, toute une tribune qui espère forcément un podium aujourd'hui. Il va chercher cette deuxième place provisoire, il est toujours derrière Quentin Fillon-Maillet. Et Martin a réaccéléré dans ce dernier tour, il a réussi à prendre 3 secondes à Quentin dans la montée tout au fond là-bas. On va voir si ça suffit pour rester en tête devant son compatriote sur la ligne d'arrivée. On a vraiment un beau match là entre tous les Français. Simon Détieux à son tour est sur le pas de tir. Ça s'est senti avant qu'il tire. Ça s'est senti avant qu'il tire. Il a hésité. Cette dernière balle, il y a pensé. Derrière, il a légèrement relâché son épaule. Et cette balle est dehors. Ah, c'est dommage parce que là, on aurait vraiment eu 3 Français qui pouvaient être aux 3 premières places. Allez, il faut se dépêcher, Simon. On va suivre l'arrivée de Martin. Ça va jouer à rien du tout face à Quentin. Simon, il faut quand même aller à fond pour rester placé pour la poursuite. C'est pas terminé pour ce week-end. Et pour lui, pour Martin Fourcade, eh bien, il fera sans doute mieux que se placer pour la poursuite, aller chercher cette 80e victoire en carrière. Martin Fourcade qui défend aujourd'hui ce dossard jaune de leader du général, le meilleur biathlète du monde, est en train d'en terminer. Il sera devant, il a de l'avance, il est devant Quentin Fillon-Maillet, 3 secondes 1 devant son compatriote. C'est bien ce qu'a fait Martin, c'est bien ce qu'a fait Quentin, ils sont très forts, mais on va quand même vibrer jusqu'au bout. Il y a plusieurs athlètes qu'on va devoir surveiller. Le retour de Pfeiffer, le retour de Christiansen, le retour d'Emilien Jacquelin sur leur tir debout et le retour de Tariebeu. Mais qui avec déjà un tour devrait, quoi qu'il arrive, être derrière. Pfeiffer par contre va s'installer dans quelques instants sur le tapis numéro 17. Et c'est dur pour Tariebeu qui visiblement n'a vraiment pas l'air en forme depuis le début de l'année. Lui qui avait totalement déjoué à Oberhof va devoir aller à 2 reprises à nouveau sur cet anneau de pénalité. Ça se joue peut-être maintenant pour la victoire avec Arne Pfeiffer. Et il est déjà sorti, c'est cruel quand même le biathlon, on y croit. Et une demi-seconde plus tard, c'est terminé. Allez, 2 tours, il ne fera plus partie de cette bagarre. Et Simon Détieux est quand même ressorti 4e de l'anneau de pénalité malgré son 9 sur 10. Il va aller jouer quelque chose de très gros. Alors ça va être compliqué de revenir sur Bénédicte Doll. Et pourquoi pas rester dans le top 6. Car Eliseev est parti à la faute. Et Loginov et Fak skie moins vite. Le 8 sur 10 aujourd'hui donc pour Arne Pfeiffer. Alexis, c'est d'autant plus réjouissant, mais d'autant plus spectaculaire cette performance des Français. Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet ont réussi un excellent 10 sur 10. Et surtout, en plus sur la piste, ils ont réussi à faire la différence. Ils ont skié très très vite. On va du coup aller regarder les temps de ski. C'est Quentin qui a le meilleur temps de ski. Dans la même seconde que Martin. Ils sont tous les deux allés très vite. Et ils ont mis 6 secondes à Johannes Kuhn et 11 secondes à Bénédicte Doll, 23 secondes à Johannes Dalle, donc c'est quand même allé extrêmement vite pour l'équipe de France. Ça va être dur de les battre aujourd'hui les Français. Il y avait une cartouche avec Pfeiffer qui s'est auto-éliminé avec un tour de pénalité. Il va rester une belle cartouche avec Christiansen. Il est là justement, Vettel Christiansen. Il a de l'avance. Et ben voilà, lui aussi va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Ça donne de l'air pour l'instant se doubler avec Martin et Quentin.
Ça va être les Christiansen qui a la cible 17, qui doit donc ressortir, passer toutes les cibles, puis aller sur cet anneau de pénalité une vingtaine de secondes avant de ressortir. On va surveiller évidemment sa sortie, mais une erreur, ce sera sans doute celle de trop. Philippe Horn pour l'Allemagne, là aussi une erreur. Ah ouais, ils sont en train de s'agacer, les supporters allemands. Ah bah, il faut dire que les Français ont mis la barre très très haute et qu'on le comprend bien. S'il n'y a pas de 10 sur 10, il n'y a pas de jeu pour la victoire. Et celui qui est en tête pour l'instant après le coucher n'est pas encore passé sur son tir debout. C'est Emilien Jacquelin qui est parti à fond. Attention à Christiansen qui skie quand même extrêmement vite. Il vient de ressortir 4e à 15 secondes de Martin alors qu'il a un tour de plus. Je le trouve impressionnant quand même, le Norvégien. On va surveiller avec attention les chronos du dernier tour, parce que s'il s'énerve un petit peu sur les plats et qu'il est bien dynamique dans les montées, il peut encore reprendre quelques secondes Christiansen et ça risque d'être dangereux. On va pas trop s'enflammer et on va attendre avant de pouvoir célébrer une victoire de plus pour Martin. Ouais, parce que vous le disiez Alexis, déjà avant même qu'il arrive sur son premier tour, c'est peut-être une course qui pourrait correspondre avec les Christiansen, à ses capacités physiques. Comment on imagine qu'il puisse gérer justement cette dernière boucle? 15 secondes, ce serait pas trop énorme quand même? 15 secondes, il faut voir ce qu'il est capable de faire. Alors est-ce qu'il est parti vite au début et il va craquer dans la fin de la boucle? On verra ça sur les premiers intermédiaires, mais je le disais, c'est vraiment une course qui correspond à ses capacités physiques. Lui qui est très grand, très musculaire, très dynamique. On a vraiment une piste qui correspond à tout ça, avec au début du plat où il faut être capable d'allonger, de pousser très fort, donc ça correspond bien au grand gabarit. Et puis derrière des montées qui sont sèches, qui sont pas très longues, qu'on passe en mode turbo, qu'on passe tout à l'explosivité, et ça aussi ça correspond bien aux capacités physiques de Christiansen, donc il sera dangereux quand même dans ce dernier tour. Je le rappelle, il est à 15 secondes. Juste derrière lui c'est Simon Détieux qui est actuellement 4e à l'intermédiaire, 8.6 malgré un tour de pénalité. Il peut jouer une belle place justement face à Prima qui vient de passer la ligne d'arrivée. Ce serait bien que le Français termine devant pour espérer être de la partie de la cérémonie des fleurs. Et on va commencer à guetter un petit peu l'arrivée d'Emilien Jacquelin qui devrait arriver dans pas longtemps sur ce pas de tir. C'est Dossard 41 qui est en train de tirer en debout. Emilien à Dossard 45. Voilà, dans une minute à peine, on devrait avoir le Français face au tir pour là aussi aller chercher un 10 sur 10 et pourquoi pas jouer face à Martin et Quentin pour la victoire du jour. La réalisation allemande qui nous montre Strolia, le Lituanien, avec son dossard 26, peut-être parce qu'il est en passe d'aller chercher son meilleur résultat en carrière. Il n'a jamais fait mieux qu'une 20e place, c'était justement sur le dernier sprint à Oberhof où il a terminé 20e. Peut-être fera-t-il mieux aujourd'hui. Pour l'instant c'est le cas, 13e provisoire, mais il reste beaucoup de monde à passer devant, et notamment Simon Détieux que l'on attend, qui est dans cette dernière boucle. Il est juste là, Simon, justement, il va passer à l'intermédiaire 9.1, et puis Emilien Jacquelin, lui on l'attend sur le pas de tir en revanche. Fabien Claude juste derrière, Simon s'accroche pour essayer de rester dans les skis. Simon qui perd un peu de temps dans le dernier tour mais qui reste quand même très compétitif, il est déjà bien mieux qu'à Oberhof. On l'avait senti un peu moins bien que sur le mois de décembre. Là ça y est, ça se sent, ça va beaucoup mieux pour Simon qui est en train de retrouver des couleurs. On attend de lui de toute façon une évolution au niveau de sa forme, c'est souvent le cas. Il progresse au mois de janvier. Allez, il est là, Emilien. Et Emilien, il peut aller jouer la victoire s'il tire à 10 sur 10, s'il fait ce 5 sur 5 debout. Ah, c'est dommage, là aussi il y aura un 9 sur 10 qui peut le placer. On va suivre sa sortie. Pourrait ressortir juste devant Simon. Et on a entendu sur les cabines de commentateurs juste à côté de nous un cri de désespoir de la part des commentateurs. Oui, elle est rageante cette balle dehors pour Emilien Jacquelin qui aurait pu aller chercher la première victoire de sa carrière. Simon Détieux, lui, est en train d'en terminer. Le 9 sur 10 également pour Simon aujourd'hui, qui est en train de se battre jusqu'au bout pour aller chercher la cérémonie des fleurs et une belle place sur la poursuite. Aller chercher ce temps de Prima, ce sera bon pour Simon Détieux. 23 secondes 5 derrière Martin Fourcade, toujours en tête, et une 4e place donc qui lui ouvrirait les portes de cette cérémonie des fleurs. C'est super ce qu'a fait Simon là dans cette fin de parcours. Il a repris 2 secondes.
Il a le 3e temps de ski, Simon Détieux. Pour l'instant, on a meilleur temps de ski pour Quentin, 2e temps de ski pour Martin, 3e temps pour Simon à 2 secondes. Ils sont tous bien, les Français. Allez, Fabien, allez chercher un 9 sur 10, faire partie de cette belle fête. Pour l'instant, tout le monde est bien. On vient de voir la sortie de l'anneau de pénalité d'Emilien qui vient de ressortir 5e. Yes, c'est formidable que nous sommes chanceux aujourd'hui de commenter les exploits de l'équipe de France, parce que oui, c'est tout simplement magnifique. Ce sont des exploits. Allez, la sortie de Fabien Claude, allez chercher le temps de Christiansen, c'est 15 secondes 8 du Norvégien. Et bien oui, il va y parvenir, Fabien Claude. Alors quand on connaît justement les capacités de chacun, Alexis, est-ce qu'il peut rester à cette position, Fabien? Et oui, Fabien va être très dangereux car c'est une piste qu'il aime bien. Lors de sa toute première Coupe du Monde ici à Ruhpolding, il avait fait un individuel et il avait eu le meilleur temps de ski de la course. Donc oui, c'est une piste qui correspond à ses capacités physiques. D'ailleurs, je l'ai un peu oublié, Christiansen, dans le dernier tour. Ça va, il a perdu du temps face aux Français. Il est 4e à 18 secondes et maintenant il est en train de se battre face à Simon Détieux pour pas se faire doubler sur le finish. C'est un autre Norvégien qui est là, en la personne de Tarjei Bø, vraiment en difficulté depuis le début de cette année 2020, et en l'absence de son petit frère Johannes Bø, le 7 sur 10 aujourd'hui, qui va placer Tarjei Bø assez loin. C'est fou ce que font les Français aujourd'hui, ça va être incroyable le résultat d'ensemble. Alors oui, on a entendu la cabine d'à côté qui a vibré quand Emilien a loupé une balle, tout simplement parce que c'est les Norvégiens qui commentent à côté de nous, et je pense qu'ils auraient bien aimé que quelqu'un batte Martin aujourd'hui pour la bataille du gros globe face à Johannes qui n'est pas là. Mais pour l'instant, Martin est toujours en tête, et là on commence à chercher un peu qui c'est qui pourrait venir l'inquiéter. Ça commence à nous rassurer, il y a moins de clients que tout à l'heure. Et ce ne sera pas Arnd Peiffer. On y a cru un temps, lui aussi y a cru sans doute, et toute cette tribune derrière lui. Mais 2 erreurs sur le tir debout, et Arnd Peiffer doit se contenter de cette 14e provisoire. Allez, on suivra avec attention le dernier tour de Fabien qui peut aller chercher le podium. Pourquoi pas revenir sur Bénédicte Doll, c'est possible. Bénédicte Doll a perdu du temps dans le dernier tour. Il a terminé à 12 secondes de Martin Fourcade sur la ligne d'arrivée. Et Fabien Claude est ressorti à 12 secondes de Martin Fourcade après le tir debout. Donc s'il ne perd pas de temps face à Martin, Fabien pourrait terminer sur ce podium. On va vibrer jusqu'au bout. On va attendre l'arrivée également de Christiansen qui vient de passer à 9.1 et qui a désormais seulement 3 secondes d'avance sur Simon Détieux. Ça va jouer à rien du tout entre les deux. Ce serait bien que Simon reste 4e. Il est là, Christiansen, pour aller couper cette ligne rouge, ligne d'arrivée. Est-ce qu'il sera devant Simon Détieux? Oui, pas grand chose, une petite seconde, un peu plus. Christiansen 4e, Simon Détieux 5e. Toujours 3 Français donc dans cette cérémonie des fleurs, et parmi eux Quentin Fillon-Maillet 2e qui est avec Tanguy. Ouais, Quentin qui a réalisé la course parfaite. Aujourd'hui, c'était difficile de faire mieux. Ouais, on peut toujours faire mieux. J'aurais pu peut-être relancer un peu plus à une bosse. Non, mais très content avec pas mal de déceptions sur les courses individuelles de barrage. Je suis content de revenir avec enfin un tir à 100%. Bon, les conditions seront plus faciles, mais il faut au moins ça pour aller chercher de belles choses aujourd'hui. Vous avez tiré à 10 sur 10, vous avez le meilleur temps de ski, et pourtant vous n'êtes pas premier au tableau d'affichage. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut c'est un pas de tir qui est arrivé en descente, donc on peut se permettre de tirer vite. Moi, c'était pas mon choix. Je voulais mettre les balles avant d'attaquer trop, et bon voilà, c'est clair qu'on perd un peu de temps sur le pas de tir, mais c'est vrai que ça suffit pas pour aller chercher la gagne, mais j'espère que ça va tenir pour le podium. Il y a encore un résultat d'ensemble de l'équipe de France qui s'annonce qui est stupéfiant. Bah ouais, c'est vrai que chaque week-end on est toujours présent. J'espère que ça va faire encore un doublé et plusieurs sur à la cérémonie des fleurs, donc ouais, je suis très content. Merci Quentin. Et ces bons résultats de l'équipe de France, ils se poursuivent, Alexis, avec un 5 sur 5 d'Antonin Kigona, alors que c'est Emilien Jacquelin qu'on suit sur cette piste. Oui, on va suivre la course d'Emilien. Sûr que ses coéquipiers lui ont mis la pression là sur ce début de course. Ils vont tous jouer le top 10. Emilien qui est actuellement 9e à l'intermédiaire, 8,6. Il va passer dans pas longtemps au 9. On va voir ce que ça donne pour Fabien, qui est à la lutte pour essayer de remonter sur le podium. Malgré un 9 sur 10, ce serait énorme d'aller chercher un podium aujourd'hui. Il doit passer pour cela devant Bénédicte Doll. Allez, il faut résister maintenant. Essayer de rester à 12 secondes. Ouais, il a perdu un peu de temps là, Fabien, depuis le départ du pas de tir. Il est toujours 4e et il est désormais une seule seconde
devant Christiansen qui a quand même fini assez fort. Donc il va falloir que Fabien se reprenne là sur cette partie où on a le temps d'aller souffler pour s'arracher ensuite dans le dernier kilomètre. On voit vraiment que Vincent Vitoz les pousse à s'arracher jusqu'au bout. Et Fabien Claude, il a très certainement en ligne de mire ce meilleur résultat personnel, meilleur résultat en carrière à aller chercher. Pour l'instant, il n'a jamais fait mieux qu'une 7e place. C'était cette saison justement, c'était sur l'individuel d'Östersund. 7e, record personnel à battre pour Fabien Claude et ce dossard 47 que la réalisation allemande est en train de suivre. C'est maintenant qu'il faut s'arracher. Là il a une grande montée, alors c'est pas la même montée qu'est en train de faire Emilien. Emilien lui il est vraiment dans la dernière difficulté du parcours. Ensuite il bascule dans la descente et il va en direction de la ligne d'arrivée. Après le gros virage à gauche qu'on va faire tout au fond. 9e toujours à 41 secondes. Allez, il faut se battre pour arriver 9e car Fabien lui passera devant. Et s'il veut rester dans le top 10, il faut prendre cette place de sécurité et rester devant Loginov. Très belle réaction à Alexis d'Emilien Jacquelin qui a pris, on l'a dit très clairement, Borov, une leçon de biathlon, notamment sur le relais, mais également sur la mass start où il a terminé dernier. Très belle réaction aujourd'hui malgré une erreur. Belle réaction, il s'est repris complètement, même s'il y a cette faute, oui, sur un tir debout qui était pas facile avec beaucoup d'enjeux. Il reste à 9 sur 10, il n'a pas refait l'erreur qu'il avait fait en début de saison avec un 0-2. Donc c'est bien, belle course pour Emilien, toujours 4e place pour Fabien, mais vous le voyez, il y a seulement 8 dixièmes d'avance sur Christiansen qui a fini fort car il a réussi à reprendre une seconde sur cet intermédiaire face à Simon Détieux. Et il y a du donné bleu de la tête de partout sur cette piste. Et par chance, eh bien, on est gâté. Puisqu'on voit tour à tour Emilien Jacquelin et Fabien Claude. Allez, on va sans doute faire dans l'ordre. Emilien Jacquelin d'abord avec ce dossard 45. Fabien Claude, lui, a le 47. Emilien Jacquelin qui vient chercher une belle place, mieux qu'une place de classement. Il y aura évidemment cette poursuite dimanche à partir de 11h30. Mais avant cela, il faut se battre pour aller chercher ce top 10 et cette 9e place. Et bien, ce sera une 10e place provisoire pour Emilien Jacquelin. Du beau monde, il y en a dans cette fin de start list également devant son public. Philippe Navrat, on l'a coché sur cette fin de start list et on a bien fait visiblement puisqu'il fait le début de course parfait avec ce 5 sur 5. La route est encore longue quand même pour lui pour aller chercher un podium. Il devra passer par un sans faute face au cible, mais on le voit, il ressort très bien. 2 secondes, 4e à la sortie de ce dernier tir. Allez, pour la 4e place, est-ce que ça va suffire face à Christiansen pour Fabien qui pousse fort? Il a manqué une poussée pour Emilien pour rester dans le top 9. Allez, une seconde pour aller chercher ce temps de Christiansen. Et bien, il est dans la même seconde, Fabien Claude, que Simon Détieux, 5e ex aequo. Simon Détieux, 23 secondes 5. Fabien Claude, 23 secondes 5 également. Ce temps, et bien, c'est l'écart face à Martin Fourcade, toujours premier. Et cette 5e place, donc, elle est synonyme de meilleur résultat pour l'instant pour Fabien. Et oui, il a perdu 7 secondes sur Christiansen, qui, avec son gabarit vraiment très explosif, a fini très fort dans la dernière ligne droite. Et c'est marrant, effectivement, de voir Simon Détieux et Fabien exactement ex aequo. Avec cet écart, donc sur Martin Fourcade, toujours premier. Martin, il est avec Tanguy. Martin, on venait de regarder les analytiques ensemble, ça semble quasiment fait là pour la victoire. Ça ferait une 3e victoire de suite, ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Ouais, ça fait plaisir, c'est une course difficile. J'avais pas des sensations de folie sur les skis, j'ai vraiment dû me faire violence du début à la fin. Après c'est une course de biathlon excellente à l'inverse parce que j'optimise un peu toutes les parties de la course. Le ski n'était pas impérial mais j'ai réussi à gagner un peu de temps sur le tir, à faire le sans faute et voilà, être combatif du début à la fin. Donc je suis content de la course dans mon ensemble, même si j'aurais aimé être un peu plus impactant sur les skis si on veut chercher le diable dans le détail. C'est de toute façon Ruhpolding, un des sites qui vous réussit le mieux en Coupe du Monde. Comment vous expliquez que sur cette piste, vous arrivez à faire souvent plus d'écart que d'habitude, même si aujourd'hui, effectivement, si la forme était moins bonne, vous arrivez toujours avec un très bon temps de ski? Ouais, comme j'expliquais, je pense que c'est sans doute un des stades les plus exigeants du circuit. C'est une piste qui va très vite, qui est vraiment taillée comme un stade de compétition, un vrai circuit de Formule 1. Et voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, le moindre relâchement se paie très cher. Et j'étais super content aujourd'hui d'arriver à faire cette course pleine. C'est un super résultat d'équipe aussi pour la France et on va continuer à savourer ces bons moments et je l'espère à cette 80e victoire, ça serait une belle journée pour un anniversaire.
Ouais, juste pour terminer là-dessus, je crois qu'on est à 4 ou 5 Français, peut-être même dans la cérémonie des fleurs, c'est assez incroyable. Ouais, c'est incroyable, on a eu la une de l'équipe pour 4, alors qu'est-ce que ça va être pour 5? Merci Martin. C'est vrai, il y avait eu la une du journal L'équipe lorsque les Français avaient fait un quadruplé exceptionnel. C'était à Östersund et pour l'instant, effectivement, ils sont bien 4 dans les 6 premiers. Alors, il y a 2 Français ex-aequo, 2 Français 5e ex-aequo, mais sur nos tablettes, eh bien, on les affiche en 5e et 6e position. Le 7e, c'est Artem Prima. Et justement, parmi ces 2 ex-aequo, eh bien, il y a Simon Détieux qui est avec Tanguy. Ça s'enchaîne en zone mixte. On a fait une course ensemble. Oui, ils sont ex-aequo et ils ont fait quasiment la même course puisqu'ils ont fait une faute chacun. La forme, elle revient bien, on a l'impression à ski. Vous me disiez il y a 2 jours, en général, je suis moins bien au borough et ça s'améliore au fil du mois de janvier, c'est effectivement le cas. Ouais, ça allait bien aujourd'hui. Après, savoir pourquoi, on sait jamais trop, mais content en tout cas que ça aille bien. Je me suis bien amusé, bien fait plaisir. J'ai fait mon premier tour avec Dol qui était fin énervé. Après j'ai fait un tour avec Fabien aussi, donc tout ça m'a bien aidé. C'est une piste, comme disait Martin, c'est une piste exigeante où il faut être constamment actif et aujourd'hui ça a bien été, donc content d'être toujours là, même si je suis déçu de ma dernière balle. Je me suis repris, j'étais dans un bon mou, ça allait bien et voilà, je me suis laissé prendre par le résultat et du coup elle est dehors et c'est dommage parce que sans ça, ça jouait encore bien quoi. Ça veut dire que pendant le tir, il y a un petit message qui est arrivé dans le cerveau qui a dit là, si je mets celle-là, ça peut faire une victoire aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans la tête de Simon Détieux à ce moment-là? Bah oui, forcément, même si j'essaye de faire abstraction du résultat la plupart du temps, quand sur la piste tout le long on te dit tu joues devant, tu ressors en tête, tu es dans les temps de Martin, tout ça, forcément on y pense un peu plus. Mais voilà, c'est frustrant parce que ça se joue à rien. C'est une toute petite décision de rien du tout, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est quand même très positif d'être frustré et d'être dans le top 5 à la fin de la course. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est très positif. On a une équipe incroyable encore cette semaine. Je sais pas trop où on est en taux, mais voilà, on a une équipe formidable. Ça marche pour tout le monde et ça c'est génial pour nous. Merci Simon. Eh bien Antonin Guigona, le voilà justement, vous avez pu suivre pendant l'interview de Simon le tir d'Antonin Guigona. Une erreur, Alexis, que vous avez pu voir. Hein. Ouais, une balle assez loin en bas, c'est dommage qu'il avait fait un excellent début de tir. Allez, il joue quand même une belle course, la course qui va lui faire plaisir depuis ce début de saison à Antonin. Essayer de rallier le top 15, il a juste devant lui Rastor Gouyev avec le même tir, donc c'est possible d'aller le chercher. Ce serait beau de terminer dans ce top 15 aujourd'hui, ça le placerait idéalement quand même pour la poursuite. Il y aura un coup à faire sur une course à 4 tirs, il va y avoir pas mal d'erreurs, on l'a vu sur les 2 bouts, il y avait de la pression pour tous les athlètes, Simon l'a évoqué. Kanto doit vraiment s'arracher dans ce dernier tour pour aller chercher une belle perf. Allez, ce que je vous propose, c'est marquer une petite page de pub. On se retrouve juste après. Il y a encore de l'enjeu, hein, la dernière boucle d'Antonin Guigona. Et attention à Philippe Navrat qui passe là à l'intermédiaire. On pourra suivre son tir couché, son tir debout. À tout de suite. De retour ici à Ruhpolding, on vous promettait une fin de course exceptionnelle. Et bien la voici avec le tir debout de Philippe Navrat. La joie forcément de toute cette tribune ici à Ruhpolding qui a attendu Philippe Navrat avec son dossard 77. C'est pas n'importe qui Philippe Navrat, hein. Oui, c'est sa première course de la saison, mais il est premier au classement de la Coupe d'Europe, premier au classement IBU Cup. Et Alexis, il va ressortir en 2e position. Il skie très très vite, Philippe Navrat, parce que pour être si proche de Martin, avec des conditions qui sont détériorées, ça veut dire qu'on là, on a un athlète qui est extrêmement en forme et on va vibrer. Dans ce dernier tour, on va stresser sur les intermédiaires et on va voir une fois qu'il passera à 8,6 ce que ça donnera au niveau de cet intermédiaire. Pendant ce temps-là, on retrouve Antonin Guigona qui s'arrache dans le dernier tour pour essayer de rentrer dans le top 15. Il faudrait grappiller 2 places car Navrat, lui, sera à coup sûr dans ce top 15 et le fera reculer. Allez, c'est bien, il est en train de bien se battre là, Antonin, pour l'instant, qui est passé à l'intermédiaire 8.6, toujours 16e à 44 secondes, mais il y a juste devant lui Rastor Gouyev et Samuelsson
qui sont à moins de 2 secondes. S'il finit fort, Antonin, il pourrait grappiller 3 places. Et bonne nouvelle, contrairement à la semaine dernière où Antonin Guigona avait terminé 40e, mais il n'y avait pas de poursuite à Oberhof. Et bien cette fois, il en fera bien partie et surtout, il sera extrêmement bien placé. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, si vous n'étiez pas avec nous avant cette pub, et bien sachez que l'équipe de France est encore en train de nous régaler avec le dernier Français engagé, Antonin Guigona. Mais avant lui, accrochez-vous bien, premier Martin Fourcade, deuxième Quentin Fillon-Maillet, 5e ex-aequo Simon Détieux et Fabien Claude, 11e Émilien Jacquelin. Et ça y est, Antonin qui est en train d'accélérer, il est repassé 12e, c'est fort là ce qu'il fait dans le dernier tour. C'est vraiment bien là de le voir avec cette attitude où il s'arrache, où il relance. Alors est-ce qu'il y a encore des athlètes qui pourraient récupérer juste devant lui? Ouais, il y a toujours Loginov qui est pas loin. Sacrée course quand même de l'équipe de France. Et on n'a pas fini d'avoir des émotions dans ce dernier tour, on vous le rappelle. Philippe Navrat est sur la piste pour sa dernière boucle. Il est seulement 1 seconde derrière Martin à la sortie du tir debout. Il skie très vite. Et il va nous donner des sueurs froides car il peut potentiellement passer la ligne d'arrivée en gagnant et faire reculer Martin et Quentin. On va avoir le temps de parler de lui, puisque Philippe Navrat, première course cette saison, je vous le disais, il profite de l'éviction de Simon Schepp et d'Éric Lesser notamment. Mais avant d'évoquer son cas, eh bien, on va suivre la fin de course d'Antonin Guigona. Allez, le top 15 à aller chercher une position, à aller chercher également pour la poursuite que nous vivrons dimanche à partir de 11h30. Je vous le dis depuis le début de cette course, Antonin Guigona pour aller chercher ce top 15, pour aller chercher une de ses meilleures places depuis le début de la saison. Lui qui fait un début de saison en 2000 teintes, la meilleure performance, c'était 16e sur le Sprinter Filzen. Est-ce qu'il fait mieux? Oui, la 12e place provisoire aujourd'hui. Quelle fin de course de la part d'Emilien. C'est super hein, ce qu'il a fait pour venir chercher cette 12e place. Antonin, pardon. J'étais en train de regarder effectivement les tablettes et c'est Emilien qui est juste devant lui. Ils sont quasiment dans la même seconde tous les deux. Ils ont d'ailleurs à 1 seconde près le même temps de ski. Ça y est, on le retrouve, Navrat, qui a perdu du temps et qui a perdu même beaucoup de temps sur ce premier intermédiaire. Il ne devrait plus être dangereux désormais pour le podium car il est à 14 secondes alors qu'il était seulement à 1 seconde. Il a flanché l'Allemand qui est peut-être parti un peu vite et qui profite certainement aussi d'une condition de neige moins bonne sur certaines parties. Je vous l'avais dit, hein, les dossards, les petits dossards, ceux qui partaient avant le dossard 30 étaient avantagés par rapport aux autres sur cette course. Ça a l'air dur là pour Navrat qui est à fond. Il ne devrait donc pas faire reculer Martin ni Quentin et on va certainement la voir se doubler. Il était en Slovaquie la semaine dernière, Philippe Navrat, je vous le disais avant la course d'Antonin Guigona, il était en Slovaquie puisqu'il était sur le circuit B de cette Coupe du Monde en IBU Cup et il est là sans doute grâce à cette victoire sur le sprint la semaine dernière, victoire sur le sprint d'IBU Cup, 2 victoires, 3 podiums depuis le début de la saison qui lui permettent d'être sur la plus haute marche du podium de l'IBU Cup et qui est donc là aujourd'hui, première course de la saison chez les grands, on a envie de dire Alexis, mais ce n'est pas n'importe qui, hein. Du haut de ses 26 ans, on le connaît, il a déjà même signé plusieurs top 10 en Coupe du Monde. Oui, c'est un athlète qui est performant, c'est un athlète qui est bon skieur, même si là on sent qu'il a du mal à finir, hein. Il perd pas mal de temps quand même, il va peut-être même se faire doubler par Fabien, par Christiansen, il risque de terminer peut-être 6e ou 7e, ça va être très serré hein, pour lui pour rester dans ce top 6. Alors attention, s'il termine 5e, il ferait reculer Simon et Fabien qui sont toujours ex aequo à la 5e place. Et il y a eu du bruit dans la tribune puisque c'est un autre Allemand qu'on a également coché lui aussi dans cette fin de start list. Roman Ries avec son dossard 105 qui est ressorti en 15e position à la faveur lui aussi un de plus d'un 5 sur 5. Pour lui c'était à la sortie du tir couché, donc il restera encore un tir debout pour essayer d'aller chercher un 10 sur 10. Allez, on suit l'arrivée de Navrat qui est un peu moins dynamique par rapport à un Antonin qu'on a vu tout à l'heure qui s'arrachait vraiment pour grappiller des places dans le dernier kilomètre. Là on voit que Navrat est vraiment à fond, qu'il n'en peut plus et il accumule la perte de secondes un petit peu partout. En tout cas on aura quoi qu'il arrive une poursuite de folie quand on voit les écarts, quand on voit à quel point c'est serré.
On va vraiment avoir de la bagarre sur cette poursuite, ce sera quasiment une mass start. Alors justement, il sera où Philippe Navrat au départ de cette poursuite? Quelle position va-t-il aller chercher, lui pour qui elle est difficile cette fin de course? Philippe Navrat pour aller chercher une place devant Simon Détieux et Fabien Claude. Eh bien non, il sera derrière, 7e devant Artem Primas. Simon Détieux et Fabien Claude sont toujours 5e ex aequo et participeront donc à cette cérémonie des fleurs. Toujours 1er et 2e, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet. C'est un jour exceptionnel pour le biathlon français. C'est un jour exceptionnel avec les 6 Français dans le top 13 pour l'instant. C'est vraiment une course incroyable. Le plus mauvais score, mais c'est pas un mauvais score, c'est un très bon score. C'est 9 sur 10 pour Simon, pour Fabien, Emilien et Antonin. Et 2 10 sur 10 pour Martin et Quentin. Vraiment une très très grosse course. Alors au niveau des dents de ski, ça va très vite également pour la France. Mais c'est quand même Christiansen qui a le meilleur temps de ski. Il met 2 secondes à Quentin, 2 secondes,4 à Martin, 4 secondes,2 à Simon et 4 secondes,6 à Fabien. Et je me permets de rebondir, Alexis, sur ce que vous disiez juste avant l'arrivée de Philippe Navrat, les écarts extrêmement serrés de cette poursuite. Contrairement aux filles, hein, on a vu Thierry Lecoff quasiment 30 secondes d'avance sur le sprint. Elle partira donc avec quasiment 30 secondes d'avance sur la poursuite dimanche. En revanche, c'est exceptionnel la poursuite qu'on va vivre chez les Français. Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet déjà à seulement 3 secondes d'écart. Et ensuite 12 secondes pour Bénédicte Doll. Et ils se retrouvent à être très nombreux après, autour de 20 secondes. On va avoir une belle bataille. Oui, il y aura une marge d'erreur pour rester sur le podium pour Martin et Quentin, mais pas plus. On va avoir des scores qui seront certainement très élevés, avec peut-être un ou deux 20 sur 20, quelques 19 sur 20 et peu de tirs à moins de 18. Donc il faudra vraiment que les Français soient au rendez-vous pour rester devant. Un beau 5 sur 5 pour Khalili, le Russe, qui fait ses armes là sur ses débuts de Coupe du Monde. On le voit, hein, c'est tellement serré à la sortie de ce premier tir qu'il se retrouve malgré un 5 sur 5 en seulement 49e position. On ira compter tout à l'heure les 10 sur 10 pour voir combien il y en a eu. C'est surtout des 9 aujourd'hui qu'il y a beaucoup. Et il est là, le dernier dossard de cette liste de départ de ce sprint masculin, cette deuxième course ici à Ruhpolding. Et lui aussi fait un 5 sur 5, le Slovène Dovzan. Et après ces sprints, il y aura des relais puis des poursuites. Les poursuites, ce sera dimanche, je vous l'ai déjà dit, à partir de 11h30. Les relais, il y aura d'abord le relais féminin demain, 13h40. Et puis le relais masculin, ce sera samedi à partir de 13h10. Mais avant de se projeter sur ces relais dont on pourra parler en fin de course, on savoure cette magnifique course, ce magnifique tir groupé de l'équipe de France aujourd'hui. Et justement, un autre tricolore est avec Tanguy. Il s'agit de Fabien Claude. Bon allez. Je croise un peu les doigts maintenant, ça dépend plus de nous, parce que je dis nous parce que voilà, le fait d'être ex aequo avec Simon, et bien sûr qu'on a envie d'être aux fleurs, et ça ferait 4 Français aux fleurs, donc ce serait beau. Et après voilà, pour ma course je suis très content parce que je rate la première, et après je reste bien dans mon tir tout le long. J'ai très bien géré, pour une fois j'ai essayé de partir à ma main. Et en partant à ma main, voilà, j'étais dans un bon jour parce que je suis à 2 secondes à l'inter. Donc très content de ma course, d'être resté lucide tout le long. Et parce que voilà, ça ne joue pas que dans le premier ni dans le deuxième tour. Oui, puis on voit qu'il ne faut rien lâcher ici, que les écarts sont quand même très très faibles sur les temps de ski, mais aussi sur les temps à l'arrivée. Donc il faut vraiment tout donner jusqu'au dernier moment. Ah bien sûr, ici on le sait que c'est hyper dense. On l'a encore vu avec les filles hier. Et chaque erreur coûte cher. Voilà, je sais très bien qu'avec... une faute couchée, après on a du mal pour aller jouer devant, c'est compliqué. Et il y en a quand même beaucoup qui font des 0-1, 0-2. Donc voilà, j'essaie de le faire dans l'autre sens, et pour l'instant ça marche à l'arrivée, quoi. Merci Fabien. Ça marche, et on va le retrouver dans cette cérémonie des fleurs. Fabien Claude, lui qui portait aujourd'hui ce dossard 47 et qui vient donc chercher le meilleur résultat de sa carrière. Là aussi, Alexis, c'est une récompense du travail de Fabien. C'est difficile sans doute d'être souvent dans l'ombre de ses coéquipiers, mais il avait les armes, hein. Depuis le début, on attendait qu'il assemble tout. Il l'a très bien fait sur cette course, et il montre que lui aussi peut rivaliser avec les meilleurs. On a beaucoup parlé d'Emilien sur ce début de saison, mais oui, il y a un deuxième jeune, entre guillemets, enfin un deuxième athlète qui est capable de rivaliser maintenant avec les meilleurs de l'équipe de France, c'est Fabien. On le sentait venir, hein, depuis le début de l'hiver. Il est extrêmement rapide
sur les skis. À chaque fois il a manqué une ou deux balles pour vraiment faire le bon résultat. Bah voilà, un 9 sur 10 qu'il va chercher, comme il le dit, en loupant une première balle. C'est pas rien quand même de rester après dans son tir et de se dire ok, j'ai fait une erreur, par contre je n'en fais plus du tout jusqu'à la fin de la course. Voilà, 9 sur 10 qui lui permet d'être 5e ex aequo avec Simon qui lui aussi fait une excellente course. Ils ont tous les deux de très bons temps de ski. Là aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire à part que les Français ont fait très très fort, qui nous impressionnent et qui continuent ce fabuleux début de saison. On va attendre encore le passage de Ries, l'Allemand, qui va revenir sur ce pas de tir pour le tir debout, mais quoi qu'il arrive, ça fera un résultat d'ensemble exceptionnel. Et on va avoir tellement de choses à savourer dans l'après-course autour de Bessaoud Benterki. Ça nous emmènera jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle avec Estelle Denis pour débriefer toute l'actu foot de ce jeudi. Et puis petite surprise aussi avant l'équipe d'Estelle, à 17h c'est votre nouveau rendez-vous, une petite course vintage de biathlon. Ce qu'on vous propose aujourd'hui pour nous amener jusqu'au relais de demain, c'est le relais féminin de l'an passé, le relais français. Je ne sais pas si vous vous rappelez du résultat, mais ça vaut le coup d'attendre à 17h pour le regarder. Mais avant cela, beaucoup de choses à savourer, beaucoup de choses à dire aussi, Alexis, parce qu'on attend la réactualisation du classement général. Mais si Garance Ferro dans nos oreilles ne s'est pas trompé, eh bien oui, ça devrait faire 3 Français aux 3 premières positions. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel si on a 3 Français aux 3 premières positions, ce qui semble être le cas de ce classement général de la Coupe du Monde. Ce serait quand même une sacrée info et une sacrée chose. Allez, Ries est là, l'un des derniers hommes dangereux de cette start list. Vous le voyez, il est capable d'aller chercher un 10 sur 10. Il est capable d'aller chercher un top 10, voire mieux, s'il est capable de terminer fort. Qui fait le spectacle devant ses supporters allemands. Alors on va surveiller cette sortie de Roman Ries après le deuxième tir, un très beau 10 sur 10 où il va être autour de ce top 10. Oui, Alexis, qu'est-ce qu'il peut espérer dans cette dernière course, vous qui le connaissez, mais il faut prendre en compte évidemment, vous nous l'avez déjà dit, la détérioration de cette piste. Une piste qui se détériore, qui va lui faire perdre quelques secondes. Il est à la bataille justement avec les Français pour pourquoi pas essayer de rester devant Emilien, devant Antonin. Mais ça va pas être facile pour lui dans ce dernier tour. En tout cas, ils font quand même plaisir, les deux sélectionnés de cette fast list pour l'équipe d'Allemagne. On voit que le choix des entraîneurs a été payant. Ça y est, on commence à voir les anciens un petit peu de cette équipe d'Allemagne, avec Lesser qui a été remplacé avant Oberhof, avec Schem qui a été remplacé ici à Ruhpolding. Et on fait le ménage, on fait de la place et oui, ça paye. Il y en a aussi qui ont envie de montrer qu'ils sont capables de performer sur cette Coupe du Monde. On va la suivre, cette fin de course de Roman Ries, en attendant un autre détour par la zone mixte où nous attend Emilien Jacquelin. Ouais, Emilien, c'est quoi le sentiment à l'arrivée? Ça joue 9 sur 10 aujourd'hui avec un top 15, mais compte tenu de ce qui vous était arrivé à Oberhof, on a le sentiment que c'est une bonne course. Ouais, y a beaucoup de choses différentes qui se passent dans ma tête. C'est vrai qu'après les 2 dernières courses d'Oberhof, j'ai beaucoup douté. Donc je suis très heureux d'avoir retrouvé la manière, en tout cas d'avoir eu des tirs attaqués. J'en rate une debout, mais je préfère avoir attaqué ce tir plutôt qu'être sur la retenue et faire des choses différemment. Et voilà, ça fait pour l'instant une 11e place. On peut saluer encore une fois la performance d'équipe qui est incroyable. Encore un doublé sur un podium. Enfin, ça en devient presque dérisoire. Enfin, ça fait déjà 3 fois en 2 semaines que ça arrive, mais voilà, ça montre que le travail paye encore une fois et qu'on est présent tout au long de la saison. Après, pour ma part, je suis quand même assez frustré. J'ai décidé de partir vite et voilà, avec mon technicien, on a fait un choix de ski un peu plus dur compte tenu des conditions. Et finalement, j'étais incapable de vraiment me battre dans le dernier tour. Les jambes brûlaient beaucoup plus qu'à l'habitude et voilà, je suis frustré de terminer ma course comme ça, mais bon, je suis très content déjà de retrouver une 11e place. Et voilà, il y a une poursuite derrière, donc je vais maintenant me focaliser là-dessus. On sait que vous êtes habitué sur le premier intermédiaire à aller parfois prendre le meilleur temps, même quand Johannes est là. Est-ce que parfois c'est pas une stratégie aussi qui peut vous mettre en difficulté pour le dernier tour? Ça peut me mettre en difficulté dans un dernier tour, ça me permet aussi de tester ma forme. Voilà, quand je pars
vite, ça me permet aussi de prendre un peu confiance et de me placer après des tirs couchés où d'habitude ça se passe très bien pour moi. Ça me lance. Après c'est sûr, aujourd'hui on peut vraiment se poser la question parce que voilà, j'ai perdu pas mal de temps dans ce dernier tour. Mais voilà, c'est pas une excuse, mais aujourd'hui on s'est trompé de dossier avec mon technicien, je pense. Et voilà, c'est dur de faire un gros dernier tour, mais j'en reste pas moins convaincu que je dois continuer dans cet axe-là et les derniers tours ça passera comme à Oberhof, le sprint de la semaine dernière. Merci Emile. Et il aura une nouvelle chance de montrer que ça passe. Émilien Jacquelin, ce sera évidemment dimanche sur les poursuites. Ce sera une chance du point de vue individuel. Il y aura évidemment les relais avant samedi à partir de 13h10, le relais masculin. Avant ça, on vit la fin de cette course, de ce sprint masculin. Mais tant de choses à dire du côté de l'équipe de France. Alexis, déjà Martin Fourcade, 80e victoire. Donc il consolide ce dossard jaune de leader du général. C'est lui, le meilleur biathlète du monde. Oui, c'est Martin le meilleur biathlète du monde, mais j'aimerais quand même revenir sur l'interview d'Emilien qui est très intéressante. C'est important d'analyser ce qu'il a essayé de nous expliquer. Emilien maintenant nous a prouvé qu'il était capable de faire de très belles choses. Il nous a prouvé qu'il était capable de monter sur le podium plusieurs fois dans une saison. Maintenant l'enjeu pour lui c'est d'acquérir de l'expérience pour pouvoir devenir régulier et y être de plus en plus souvent sur ce podium. Donc on l'a vu sur le relais, il y avait une petite erreur de stratégie, il l'a expliqué qu'il était peut-être parti trop vite. Là on le sent qu'avec son technicien ils ont fait une erreur au niveau du choix des skis. Donc là aussi c'est très intéressant, c'est des erreurs que Martin a fait dans le passé par exemple, c'est des erreurs qu'ont fait les autres dans le passé, Simon, Quentin. Et petit à petit, au fur et à mesure des courses, on apprend à limiter ce genre d'erreurs en se disant bah tiens, oui il y a des skis durs, le fond est dur, mais peut-être que je ne serais pas capable de l'emmener dans le dernier tour. Donc on fait ces changements et c'est ça qui permet par exemple à Martin, tout à l'expérience, de récupérer ce dossard jaune, de rester et de redevenir le meilleur biathlète du monde. On voit que Martin était malin aujourd'hui, il a senti que face à Quentin il y avait un gros combat sur les skis, qu'il était peut-être pas en mesure de faire la différence de ce côté là. Donc il a accéléré notamment sur son tir couché. Martin il a un très très bon tir, il a un très très bon temps de tir sur son tir couché et ça c'est pas quelque chose qu'il a tout le temps. Martin Fourcade victorieux donc aujourd'hui, mais quelle course de tous les Français, notamment également d'Antonin Guigona qui a sans doute retrouvé le sourire, Tanguy. Ouais, Antonin il a retrouvé le sourire, mais il vient de me glisser qu'il était encore dernier français. Bah ouais, faut bien que je sois un peu négatif. Et je suis assez content de ma course, il y avait extrêmement beaucoup d'envie aujourd'hui et c'est ce qui me fait rater cette dernière balle debout. C'est frustrant, mais bon, je vais garder quand même ces 90% de balles qui sont dans la cible. Un résultat qui me va plutôt bien. À revenir dans le top 15, c'est cool. C'est mon meilleur résultat de l'année. J'avais une 16e place. Donc je l'apprends, je suis content. Il y a une poursuite là, à laquelle je vais pouvoir participer. Et puis ouais, je vais être bien un peu plus dans le match que sur les dernières poursuites que j'ai faites. C'est vraiment cool. Ça va être une poursuite avec des écarts très faibles parce que vous êtes 13e mais qu'à 45 secondes je crois, donc tout est vraiment possible. À Ruhpolding c'est souvent très serré et avec des tirs propres et rapides parce que c'est un pas de tir on arrive plutôt en descente, donc ouais, ça envoie du gros. Sur la poursuite on va arriver tous groupés, ça peut ressembler un peu à une mass start et ça va être vraiment du combat, de la confrontation comme j'aime bien. Il va falloir tenir bien la carabine. Merci. Ça promet pour la poursuite de dimanche. En effet, deux poursuites, poursuite féminine et masculine évidemment. Avant ça, on va débriefer cette course exceptionnelle, ce jour exceptionnel, Alexis, pour le biathlon français. Alors j'étais en train de faire les calculs tout en écoutant Antonin Guigona. Je compte 22 10 sur 10 aujourd'hui, si mes calculs sont bons, mais pourtant beaucoup de biathlètes de très haut standing ont loupé une balle. C'est ce que vient de dire Antonin Guigona, parce qu'il y avait parfois aussi trop d'envie, ce sont ces mots. C'est vrai que quand on regarde bien, il y a ces 10 sur 10, mais il y a surtout beaucoup de 9 sur 10. Ça montre, oui, ce que vous dites Anne-Sophie, qu'il y avait de la pression dans la tête des athlètes au moment où ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de faire une belle course. Et on a vu beaucoup de dernières balles loupées. C'est le cas par exemple avec Simon également, qui a raté sa dernière balle au moment tout simplement où il prend conscience que s'il met cette 10e balle dans la cible, eh ben, il sera en mesure de jouer le podium. C'est pas forcément la pression, mais ça peut être une pensée parasite, une déconcentration et tout de suite la balle est dehors.
L'arrivée de Roman Ries qui n'inquiétera pas les 6 Français engagés aujourd'hui, puisqu'il va être au-delà de la 13e place d'Antonin Guigona. Roman Ries 19e aujourd'hui, et je vous rappelle donc le classement des Français. Victoire pour Martin Fourcade qui va pouvoir partager ce podium avec Quentin Fillon-Maillet 2e. Nous aurons 4 Français dans cette cérémonie des fleurs, puisque 2 d'entre eux sont arrivés ex aequo à la 5e place. Simon Détieux, mais également Fabien Claude qui signe aujourd'hui sa meilleure performance en carrière. Emilien Jacquelin 12e et meilleure performance de la saison aussi pour Antonin Guigona en 13e place. Il va y avoir beaucoup de choses à fêter, je crois, ce soir, Alexis. D'abord dans le quart des techniciens, puis à l'hôtel de l'équipe de France. C'est incroyable, ce résultat d'ensemble est vraiment incroyable. Premier, deuxième, 5e, 12e, 13e. Ils sont tous là, les 6. Il n'y a pas besoin de descendre pour aller chercher le dernier Français de la journée. C'est Antonin, 13e à 46 secondes. On va voir également une poursuite de folie dimanche. On verra qui c'est qui va participer au relais qu'il va y avoir entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, on peut vraiment les féliciter, cette équipe de France. Ces athlètes de l'équipe de France, parce qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. On peut aussi dire bravo aux Ukrainiens, malgré tout, qui sont quand même bien placés sur cette course, avec Prima qui est 8e et Pidrouchny qui est 10e. Ils seront dangereux tous les deux sur la poursuite. Et puis on attend que le classement général se réactualise, mais on a déjà sorti les calculettes en régie du côté de Paris. On peut vous le dire, les 3 meilleurs biathlètes du monde vont être français. On attend qu'il se réactualise ce classement. Martin Fourcade, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Martin Fourcade donc qui signe une 3e victoire d'affilée, Alexis, après le sprint et la mass start d'Oberhof. Il signe aussi un doublé de 2 sprints d'affilée. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était en décembre 2016, le sprint de Pokljuka, puis le sprint de Nové Město. On a l'impression que c'était il y a une éternité. Martin Fourcade est de retour au meilleur niveau. Il a été très très fort, Martin, aujourd'hui, pour se battre face à Quentin, qui a fait vraiment une course de très très haut niveau. Quentin n'a rien à regretter, il a fait une course fabuleuse, et c'est juste que Martin a peut-être été plus stratégique, il l'a joué à l'expérience en accélérant son tir, là où Quentin a voulu assurer. Ça se joue à rien du tout, au final sur la ligne d'arrivée il y a à peine 3 secondes, mais il fallait vraiment que Martin soit absolument extraordinaire aujourd'hui pour battre un Quentin d'aussi haut niveau. Et je peux vous le dire, désormais, il est sous mes yeux, ce classement général du biathlon mondial. Martin Fourcade, 447 points. Simon Détieux, 2e, 392 points. Quentin Fillon-Maillet, 3e, 382 points. Mesdames et messieurs, nous sommes le 16 janvier 2020 et les 3 meilleurs biathlètes du monde sont français. Et on va en profiter dans un débrief exceptionnel. Anne-Sophie, victoire de Martin Fourcade, la 3e consécutive. Devant Quentin Fillon-Maillet, ils sont 4 Français à participer à la cérémonie des fleurs qu'on va vivre en direct, bien sûr, juste après une courte pause. Une course d'anthologie à Ruhpolding dans la foulée avant l'équipe d'Estelle. Restez bien avec nous. Le biathlon de retour après une courte pause. Martin Fourcade qui franchit la ligne d'arrivée une 3e fois consécutive en vainqueur. Il est définitivement redevenu le roi du biathlon mondial. Un royaume dominé par les Français. 4 dans la cérémonie des fleurs qui va démarrer d'ici quelques instants. Martin Fourcade qui vient de devancer Quentin Fillon-Maillet, 2e de ce sprint à Ruhpolding, vont vivre également la cérémonie des fleurs. Simon Détieux et Fabien Claude pour la première fois de sa carrière. La cérémonie qui va démarrer dans quelques instants en direct. On est en train de remettre le pas de tir dans les normes pour la suite des courses à Ruhpolding, mais on va accompagner Martin Fourcade et tous les Français pour ce jour historique pour le biathlon français, puisque les 3 leaders du classement général sont français. En 1, Martin Fourcade. En 2, Simon Détieux. Et en 3, Quentin Fillon-Maillet. Ce n'était jamais arrivé pour le biathlon français. Que d'émotions, beaucoup d'images fortes à revoir. Débrief complet, évidemment. On revivra un moment de légende à Ruhpolding avec le relais français avant. Le premier relais demain, ce sera le relais femmes. Et puis l'équipe d'Estelle dans la foulée à partir de 17h30 pour toute l'actualité foot. On va prendre la direction de Ruhpolding. Alexis, Anne-Sophie pour ce débrief. Tanguy Kerwas pour toutes les réactions. Les Français qui vont revenir à notre micro, on l'espère, d'ici quelques instants. Le protocole qui est en train de se mettre en place. Alexis, également pour démarrer ce débrief. Alexis qui est en place avec Tanguy Kerwas. On
se remet de nos émotions, Alexis, avec ce quadruplé français dans le top 6 et cette nouvelle victoire de Martin Fourcade. À chaud, Alexis, qu'est-ce que vous retenez de cette course incroyable à Ruhpolding? Est passé à travers de cette course, qu'il y a eu des athlètes que sont Martin et Quentin qui ont été capables d'aller jouer la victoire, d'aller jouer devant pour vraiment être sur le sommet de ce classement. Et puis les autres ont assuré pour rester placés, pour croire encore à un podium sur la poursuite, pour rester classés dans ce top 15, dans ce top 5. Enfin voilà, une course fabuleuse avec des émotions dans tous les sens et il n'y en a pas un qui nous a déçus aujourd'hui. Vous êtes dans le biathlon depuis de si nombreuses années, Alexis. Est-ce que les moments que vous êtes en train de vivre sont uniques avec cette équipe de France? On vit à chaque fois des émotions différentes, on vit à chaque fois des émotions qui sont incroyables. Donc je ne peux pas dire que ce soit mieux qu'une autre. Ce serait sur les championnats du monde, il ferait ce résultat. Bon bah là ce serait encore différent. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas des résultats qui sont normaux. C'est vraiment de l'exceptionnel qu'on est en train de vivre. C'est une équipe de France qui est incroyable. On l'avait dit au début de la saison, enfin en tout cas je m'étais avancé en disant que je pensais que c'était la plus grosse densité qu'on avait jamais eue en équipe de France cette saison. Bah voilà, ils nous le prouvent hein, avec des résultats collectifs à chaque fois sur toutes les courses qui nous impressionnent. Et un Martin qui rivalise face à Quentin, les deux sont au-dessus du lot aujourd'hui, les autres qui sont là à la bagarre, enfin c'est vraiment encore une fois quelque chose de pas normal et ça faut s'en rendre compte. De pas banal, il faut en profiter et on profite en attendant de la cérémonie des fleurs. 4 Français dans cette cérémonie, en direct avec vous Anne-Sophie et on continue le débrief. Il y a du bleu partout, mais on en a laissé un petit peu quand même pour nos amis allemands qui peuvent profiter à domicile de ce podium de Bénédicte Doll la saison dernière. Au même moment, ici à Ruhpolding, il était déjà 3e, mais c'était derrière 2 Norvégiens. Cette fois, il y a beaucoup de bleu dans ce podium avec Quentin Fillon-Maillet à la 2e place. Lui qui signe son 4e podium cette saison. Elle est là, la 80e victoire en carrière de Martin Fourcade devant de nombreux Français. Emilien Jacquelin le disait, il y a beaucoup de tricolores ici, beaucoup de supporters. Eh bien, ils vont pouvoir en profiter. Quel cadeau vient de leur faire l'équipe de France aujourd'hui avec un podium exceptionnel. 2 Français sur cette boîte, un Martin Fourcade, 2 Quentin Fillon-Maillet. Et comme on n'est jamais rassasié, il y a encore du bleu dans cette cérémonie des fleurs. D'abord, Vetless Christiansen, le Norvégien, qui termine 4e. Et puis derrière, c'est un score ex aequo, la 5e position. Ils vont pouvoir s'avancer ensemble. Et oui, Simon Détieux 5e, qui participe à une nouvelle cérémonie des fleurs. La 6e cérémonie des fleurs en 10 courses pour Simon Détieux, c'est tout simplement exceptionnel. Il est désormais 2e au général et puis c'est exceptionnel aussi pour Fabien Claude qui participe donc pour la première fois de sa carrière à cette cérémonie des fleurs avec cette 5e place. Ils sont en train de se disputer qui est 5e, qui est 6e. Et bien c'est un score ex aequo pour notre plus grand bonheur. C'est un jour exceptionnel pour le biathlon. On va le répéter encore pendant quelques minutes, mais ça dans cette après-course. On va le répéter et on va en profiter en direct parce qu'il y a 4 Français dans les 6 avec le vainqueur du jour Martin Fourcade, mais les 6 Français engagés sont tous dans le top 15 puisqu'Emilien Jacquelin est 12e et Antonin Guigona 13e. C'est sa meilleure performance cette saison. On va d'abord mettre en avant la nouvelle victoire de Martin Fourcade, la 80e de sa carrière et on évoquera tous les temps forts des Français dans ce débrief avant de revivre un relais de légende à Ruhpolding. L'équipe d'Estelle dans la foulée pour toute l'actualité foot. Ces images dont on profite et en plus Alexis, on est à Ruhpolding. Si ça c'est pas une journée marquante pour le biathlon français, c'est l'un des sites préférés des biathlètes et il signe cette remarquable performance d'ensemble et pour Martin Fourcade pour démarrer cette 80e victoire en carrière. Après Oberhof,
il enchaîne avec Ruhpolding. Et ça, c'est très fort de la part de Martin Fourcade, Alexis. Oui, je trouve que c'est fort aujourd'hui de la part de Martin d'avoir réussi à battre Quentin Fillon-Maillet, qui pour moi a fait une course extraordinaire. Martin a réussi à aller chercher cette victoire, alors déjà en tirant un peu plus vite sur son coucher que d'habitude, et surtout au fond de la boucle, là-bas derrière, il a été capable de réaccélérer alors qu'on pensait que Quentin avait fini très fort. Mais pour moi, j'ai pas envie en fait de dire aujourd'hui Martin était plus fort que Quentin, même si oui, bien sûr, il est devant. C'était deux courses à deux moments différents, ils ont tous les deux été exceptionnels, et il faut quand même le dire, hein, Quentin a fait quelque chose de très grand, et je pense quand il a passé la ligne d'arrivée, il s'est dit tiens, je l'ai peut-être gagné celle-là. Finalement, Martin était encore plus fort. Quentin Fillon-Maillet 10 sur 10, Martin Fourcade 10 sur 10 également. Ça veut dire que c'est la preuve encore une fois, Alexis, qu'on a retrouvé du très grand Martin Fourcade. Il a su se faire mal sur les skis et sur le pas de tir, il a été plus rapide que Quentin. Il a été encore une fois très bon biathlète, c'est ce qui lui manquait, enfin ce que j'arrêtais pas de dire depuis maintenant une saison et demie, où je trouvais que Martin associait moins bien le ski et le tir. Aujourd'hui, il est toujours capable de skier très vite, mais il a senti que par rapport à Quentin, d'aller vite en ski, ça suffirait peut-être pas. Donc il a réaccéléré son tir, il allait jouer sur un autre tableau pour pouvoir grappiller quelques secondes. Au final, on voit que ça se joue à peine 3 secondes, donc il fallait pouvoir prendre pourquoi pas 1 seconde sur le pas de tir, 1 seconde sur les skis et 1 seconde dans la remise au dos de la carabine. Et ça suffit à avoir 3 secondes sur la ligne d'arrivée, mais il fallait bien ça pour, encore une fois, battre Quentin qui a été lui aussi fabuleux. Avant le Grand Bornand, Alexis, on guettait les signes du renouveau de Martin Fourcade. Aujourd'hui, on est passé à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure, où on guette les signes de Martin Fourcade au top niveau et en patron du biathlon. C'est ça la grande différence? Je trouve qu'on sent surtout que Martin est à nouveau dans cette position où il défend du mieux qu'il peut son dossard jaune et où il maîtrise cette défense du dossard jaune. On l'a vu aujourd'hui à son affaire, concentré. Il savait que ça allait être une course difficile. Il a vu qu'il y avait un très haut gros niveau quand il est parti sur les premiers tirs. Donc il y avait des choses à ne pas négliger. Il fallait vraiment être concentré de bout en bout et c'est là où il est bon, comme on le disait hier, c'est dans cette défense du dossard jaune que Martin excelle et pour l'instant il le sait. Il n'y a pas Johannes, c'est la décision de Johannes, hein. C'est pas de la faute de Martin, c'est de la faute de personne. Johannes est grand, il prend ses décisions lui tout seul, en tout cas il n'est pas là. Martin le sait, il faut engranger des places au classement général. Face à lui il y a une très belle adversité en équipe de France, donc il faut battre aussi les collègues, les amis, les coéquipiers, et aujourd'hui il fallait se défaire de Quentin pour aller prendre malgré tout quelques points qui pourrait faire la différence en fin de saison face à Johannes. C'est vrai, c'est important ce que vous dites, Alexis, par rapport à l'absence de Johannes Beu. Pour celles et ceux qui feraient des raccourcis en se disant il gagne parce que Johannes n'est pas là. Mais sauf que c'est pas si simple. Si c'était aussi simple, ce serait peut-être un autre qui gagnerait à la place de Martin. Martin Fourcade gagne parce qu'il est redevenu le meilleur, tout simplement. Oui, on l'a vu sur le début de saison, Martin n'était pas deuxième à chaque fois derrière Johannes, des fois il était cinquième, des fois il était sixième, des fois il était simplement dans le top 3 ou 4. Là, il a vu qu'il y avait une porte qui s'était ouverte avec l'absence de Johannes et il en profite pour redevenir vraiment le meilleur. Effectivement, il pourrait vite terminer deuxième, troisième. Aujourd'hui, ça se joue à rien du tout, hein. Il lâche un peu dans le dernier tour, il se retrouve derrière Quentin, il est deuxième, c'est déjà plus la même chose. Donc oui, il y a ça à prendre en compte, c'est que ok, Johannes n'est pas là, donc comme ça je le rappelle, hein, parce que c'est vrai que certains font des raccourcis et disent il gagne parce que Johannes n'est pas là. Non, Martin gagne parce qu'il gagne les courses, tout simplement. Johannes n'est pas là parce que c'est son choix. Dans le passé, Martin a vécu ça et on va justement lui pouvoir évoquer ce genre de choses. J'ai quand même envie d'en profiter pour le féliciter, parce que je ne l'ai pas encore vu depuis la cabine. Mais oui, on était en train de parler de ta course et de revenir un petit peu sur tous les détails. Aujourd'hui, tu l'as senti peut-être dans le dernier tour qu'il y avait quand même un sacré Quentin qui est juste derrière toi et qui va venir aussi à aller chercher parce qu'il avait fait une sacrée course. Ouais, c'est toujours particulier de courir et de se battre contre un de ses partenaires parce qu'on le connaît par cœur. On sait que Quentin dans un dernier tour il va rien lâcher, que c'est un bon finisseur, donc j'avais vraiment à la fois cette carotte à aller chercher et un avantage d'être renseigné, mais aussi la difficulté mentale de savoir que je me battais contre une des personnes qu'il ne fallait pas avoir contre soi dans ce type de situation, donc c'était compliqué pour moi. On te voit notamment reprendre dans le dernier tour 3 secondes sur l'intermédiaire qui est tout au fond, donc sur la grande montée qui monte en virage. Est-ce que tu t'étais mis ça comme objectif sur le tour, de skier correctement et d'accélérer vraiment là-bas pour essayer de faire la différence? On a fait une course un peu à l'opposé avec Quentin. Il y a ici une piste en 2 parties, une première partie qui est assez plate et une seconde partie avec 3 grosses montées. Et sur la partie plate, Quentin était plus performant que moi. Dès le premier tour, il passe avec 2 secondes d'avance. Et c'était pareil à tous les tours. Par contre, sur la seconde partie, je reprenais exactement le même temps que ce qu'il m'avait mis sur le début du tour.
Donc c'est pour ça qu'on a une course quasiment similaire jusqu'au dernier tour. Donc quand je suis parti, mon objectif c'était vraiment de me dire voilà, le but c'est de passer dans les mêmes temps que Quentin au pied des bosses pour ensuite je sais que le profil sur la course d'aujourd'hui me convient un peu mieux. Quentin, toi qui passes la ligne d'arrivée avec une course fabuleuse, hein, je le dis depuis le début, c'est dur de vous départager entre les deux, vous avez toujours tous les deux fait des courses magnifiques, ça se joue à 3 secondes. Est-ce que toi quand tu passes la ligne d'arrivée tu te dis celle-là je vais peut-être gagner? Bah, je me dis peut-être. Après, j'étais renseigné avec du retard sur ce que faisait Martin. Et je savais que ça se jouait à rien du tout, donc j'ai essayé de donner jusqu'au bout. Et voilà, il a repris quelques secondes pendant le tour. Donc moi, je devais déjà lui reprendre au moins 2 secondes pour aller chercher la victoire. Et derrière, il a skié un tout petit peu plus rapidement. Donc bon, pas déçu, mais content de la performance globale du jour. Bravo à Martin. Et puis... ouais, puis même Fabien, Simon, Anto, Emilien, une équipe de France qui a vraiment perfait aujourd'hui. Oui, une grosse équipe de France. Vous êtes maintenant premier, deuxième et troisième du classement général avec Simon Détieux qui est dans ce trio de tête avec vous. Ça va être quoi l'objectif pour toi, Quentin, maintenant? Essayer de rattraper Martin, essayer de défendre cette place. Comment on va appréhender notamment cette poursuite? Ouais, déjà je pense qu'on va skier ensemble sur ce premier tour et après voilà, le but ça va être d'essayer de creuser l'écart avec les groupes derrière, mais bon ça reste du biathlon, donc sur un tir tout peut se passer mais j'espère qu'on va rester le maximum de temps ensemble en gardant la tête. Martin, ce dossard jaune se consolide toujours un peu plus de course en course. Ça commence à devenir intéressant. Tu es le seul à plus de 400 points à la fin de celle-ci, donc tu as un petit peu d'avance sur les autres pour l'instant. Comment tu envisages de gérer ça? Je suis très heureux. Ensuite, on en parlait hier avec Emilien. On a certes fait une bonne partie de la saison, mais on n'est pas encore à la moitié. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ça peut encore se passer d'ici la fin de saison. Donc je suis très mesuré encore par rapport à ce dossard jaune. Bien sûr que c'est un objectif, comme ça l'est pour les, je pense, 5-6 athlètes derrière moi, parce que ça reste un classement qui est serré à l'heure. Voilà, ensuite, comme le disait Quentin, on va se concentrer sur la poursuite à venir. On a intérêt à travailler tous les deux ensemble pour conserver notre avantage sur le premier tour. Les autres ne se gêneront pas derrière de collaborer. Donc après, voilà, à partir du premier tir, c'est une nouvelle course qui commence. Mais on avait, comme tu l'as dit, une performance qui est quasiment identique aujourd'hui. Et ça serait bête de ne pas se servir de ça pour essayer de creuser un peu notre écart sur les autres dès dimanche, dimanche. Lionel m'appuie dans le dos pour me dire qu'il est temps d'aller à la conférence de presse. Bravo à tous les deux, merci encore et merci surtout pour les belles émotions que vous avez fait vivre aujourd'hui. Merci.